Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de ce débat consacré à l'immobilier et logistique en pleine transformation. Le e-commerce, le digital, l'automatisation, la distribution urbaine sont autant d'éléments qui impactent directement sur l'implantation, sur la conception des bâtiments, sur leurs coûts, leur exploitation. Comment les acteurs du marché aujourd'hui anticipent ces évolutions? Pour en parler, autour de moi, Tariq Beyomar, qui est DGA et directeur du développement d'APRC. Bonjour, Antoine Beraldi, qui est le directeur des marchés pour Prologis, Didier Malherbe, qui est directeur général CBRE Agency pour le marché logistique, et Patrick Remord, en charge des pratiques supply chain et solutions chez JLL. Patrick Remord, qu'est-ce qui change aujourd'hui vraiment dans la conception et la réalisation des entrepôts? Les process ont changé. Dans les entrepôts, pendant 50, 60 ans, on préparait des colis, on préparait souvent des palettes et des couches. Et aujourd'hui, on nous demande d'ouvrir les colis et on prépare au détail de plus en plus. Et donc ce changement de process a vraiment entraîné une refonte complète de la conception des entrepôts, avec toujours plus de mécanisation ou d'automatisation, parce qu'on cherche vraiment à enlever les opérations à non-valeur ajoutée dans les entrepôts. Et du coup, en concevant d'abord le process, on conçoit de plus en plus l'entrepôt comme une enveloppe autour du process. Alors oui, on sait automatiser des entrepôts classiques, les classes A, avec des cellules de 6 000 m² ou avec des cellules de 12 000 m² aujourd'hui, mais de plus en plus, on cherche à s'inscrire dans la hauteur parce que les process ont changé. Et ça, c'est véritablement le gros driver de l'immobilier logistique. Ensuite, les stratégies de localisation ont aussi évolué, notamment dans le monde du e-commerce, où finalement, quand on regarde ce que fait le géant Amazon, on regarde qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont déjà choisi de se localiser à moins de 20 miles du pouvoir d'achat. Et donc, ils couvrent le pouvoir d'achat d'un continent, d'un pays, en se mettant à une distance leur permettant d'atteindre un bon niveau de service. Ça, c'est le premier des points. Et ensuite, c'est le bassin d'emploi. Parce que le e-commerçant, il a des flux erratiques. Et donc, il doit faire face à des pics d'activité importants. Et c'est là où, finalement, on a un paradigme assez intéressant à résoudre. C'est que, d'un côté, on cherche à automatiser, et de l'autre côté, on cherche la flexibilité. Et traditionnellement, l'automatisation, ce n'était pas flexible du tout. C'était plutôt des choses très rigides. Et il fallait dimensionner sur une activité assez linéaire. Alors qu'aujourd'hui, on doit faire face à ces pics. Une fois de plus, Amazon monte la voie en travaillant de l'automatisation flexible avec ces fameux robots Kiva qui permettent de rajouter et de monter en puissance pendant les pics, rajouter et des hommes et des robots tortues pour faire face aux pics d'activité. Donc des entrepôts qui sont revus dans leur conception et même dans leur maillage avec des centres de, j'ose le terme, même si fiscalement, ça peut avoir des impacts, des usines de production de commandes plutôt que des entrepôts de stockage, d'un côté. Ensuite, des nœuds de transport, où il s'agit de regrouper en fonction des destinations. Puis ensuite, on arrive dans la ville avec l'entrepôt de logistique urbaine. Et donc, ce sont vraiment des types de bâtiments différents, avec des vocations différentes. Oui, merci. Didier Malherbe, pour vous, le e-commerce, c'est vraiment le driver aujourd'hui de la transformation des entrepôts en France. Comment vous observez ce mouvement? Le e-commerce, que ce soit par le biais des pure players ou par le e-commerce pratiqué dans la grande distribution parallèlement au magasin, pilote aujourd'hui est la dynamique majeure en France de la logistique, on va dire déjà. Et comme il y a une course effrénée, une concurrence effrénée sur la qualité des services qui peuvent être proposés, effectivement, Amazon étant, je dirais, le leader là-dedans et les autres essayant de suivre, ça impose une réflexion permanente des directeurs supply chain de ces grands groupes qui sont devenus un peu des fonctions stratégiques au niveau des groupes par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, qui étaient plutôt des gens autodidactes et des gens de terrain. Aujourd'hui, sont devenus des gens émanant des grandes écoles qui font partie des comités de direction et qui sont
les pilotes de la gouvernance de ces groupes. Bon. Et il y a effectivement une réflexion permanente des différents schémas, avec deux grandes tendances, on y reviendra peut-être, qui est la recherche d'optimisation, de compétitivité. Ça a toujours été le cas, mais plus que jamais, et de différenciation au niveau des services, qui a pour conséquence deux tendances majeures sur la logistique, qui est la course aux très très grands bâtiments XXL et plus, puisque l'an dernier, sur 4 millions de mètres carrés qui ont été transactés, on a quand même plus de 30, on a 35 bâtiments de plus de 30 000 mètres carrés et 20 bâtiments de plus de 50 000 mètres carrés, 4 de plus de 100 000, 1 de 180 000 mètres carrés, qui est le plus grand jamais fait en France. Donc, c'est cette première tendance. La deuxième tendance, c'est bien entendu cette recherche de sites de proximité de Paris, où là, c'est la localisation qui fait tout. Et on n'est même plus sur une contrainte financière, on est sur une contrainte stratégique qui est d'être le plus près possible pour pouvoir livrer le client final dans des délais les plus courts possibles. Alors, dans le précédent débat, on a parlé tout à l'heure d'entrepôts multiniveaux. Est-ce que dans la conception même du bâtiment, le e-commerce, ça transformer quelque chose? Oui, vous avez raison de le souligner. Alors c'est encore marginal en France par rapport à d'autres pays, notamment en Asie, mais on a cité le cas d'Amazon à Bretigny sur 3 niveaux. Il y a une opération de logistique urbaine qui, de mon point de vue, qui fera date et qui est remarquable. C'est celle qui a été développée par Afilog pour le compte de Sigro dans le port de Gennevilliers, puisque c'était quand même à Paris, tout le monde regardait ça un peu dubitativement dans une opération comme ça en blanc. Nous avons donc, nous, accompagné ce sujet très en amont et on a rencontré un vrai engouement des utilisateurs. Et Ikea a pris l'essentiel, pas que, puisque Laurent Merlin qui a également pris 2 cellules. Et ce bâtiment était entièrement commercialisé, à peine lancé. On aurait pu, et sur des valeurs qui sont effectivement supérieures à 100 € du mètre. Mais le fait d'être sur 2 niveaux permettait de travailler sur des fonciers et permet donc d'envisager l'avenir peut-être plus sereinement, même si, on l'a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de contraintes administratives liées au pays du théâtre qui sont importantes, mais la logistique urbaine qui est un véritable besoin des entreprises, qui est une vraie demande, et qui est en plus une exigence des collectivités locales pour avoir une logistique propre. Si on veut livrer avec des véhicules propres, il va falloir quand même avoir des bâtiments aux entrées de ville et intégrés dans les bassins de consommation, et donc passe par une verticalité. Et on pourra générer les fonciers à partir du moment où il y a un modèle économique qui permet d'amortir ces fonciers. Donc c'est la verticalité. Tariq Bayonard, pour ce qui est du contractant général que vous êtes, quelles contraintes ça suppose et comment vous intégrez justement ces évolutions dans la construction des bâtiments? Effectivement, nous on assiste à l'évolution de la construction des bâtiments logistiques. La construction des bâtiments logistiques a évolué aussi avec le mode de consommation, puisque le bâtiment logistique suit notre mode de consommation aujourd'hui. Donc on a parlé de mécanisation, on parlait de mécanisation, de bâtiments de grande hauteur. Aujourd'hui on parle d'automatisation, de robotisation, qui amène une autre approche aussi du bâtiment. Enfin, de notre point de vue, ce sont 2 choses qui sont différentes, puisque la mécanisation amène de la grande hauteur et de la gestion de stock. La robotisation et l'automatisation amènent justement la gestion de pics de production, comme le précisait Patrick tout à l'heure. Et nous, dans tout ça, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir être très en amont sur la conception du bâtiment, pour plusieurs paramètres. La première, qui est d'une importance aujourd'hui capitale, parce qu'on en parle, c'est le temps. Donc ce sont les plannings, puisqu'aujourd'hui ces bâtiments-là, on parle de bâtiment R+1, il y a le bâtiment R+1 qui accueille 2 niveaux de bâtiment, 2 niveaux de stockage, typiquement Gennevilliers, et il y a un autre bâtiment en R+1 qui va accueillir des mezzanines et de l'automatisation, avec des descentes de charges différentes, d'autres aspects de process que nous on doit intégrer, donc des reprises de charges sur les dallages, donc des conceptions de dallages différents, de la gestion de temps différents. Donc on a 2 bâtiments qui se construisent dans un seul et même bâtiment. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est comme à l'époque sur l'agroalimentaire ou sur le process, purement du process, où on vient amener une enveloppe
autour d'une ingénierie et autour d'une capacité de production ou d'une capacité de gestion de stock. Donc le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est vraiment d'anticiper tous ces aspects-là pour les investisseurs, pour le logiciel qui est aujourd'hui présent. Autre aspect important pour nous, c'est dans la manière de gérer les projets, c'est le BIM, parce que le BIM prend aujourd'hui tout son sens. On a beaucoup parlé du BIM, d'intégration du BIM dans la gestion de la conception du bâtiment. Aujourd'hui, on considère que le BIM prend toute sa dimension quand il y a du process, quand il y a de l'automatisation et de la robotisation, parce qu'on peut gérer les interfaces, les réseaux, les fluides, tout ça nécessite plusieurs couches, bien entendu, de fluides, et ça amène beaucoup de croisements. Autre paramètre aussi qui va prendre toute sa dimension, c'est le photovoltaïque, puisqu'on est dans de l'automatisation, donc on est sur de la consommation continue de bâtiments. Donc l'autoconsommation et le photovoltaïque sont aujourd'hui un paramètre que nous, on anticipe, qu'on conseille aussi à nos clients d'anticiper, d'un point de vue financier, d'un point de vue gestion des centres de charges, etc., et toutes les contraintes que ça peut amener. Voilà donc un peu les évolutions. Nous, on est aussi spectateurs des... nos métiers, on devient un peu dans des gestionnaires de l'hyperurbain. Avant, on était adossé aux périphéries des grandes villes. Là, aujourd'hui, on est amené à intervenir de plus en plus en zone urbaine. Donc, c'est une réorganisation chez nous en termes de moyens, d'effectifs, donc des approches différentes. Voilà, donc un peu toutes les évolutions auxquelles on assiste dans notre métier. Voilà, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment d'être très en amont sur les opérations, de manière à pouvoir vous conseiller au mieux dans la gestion des coûts. Pour nous, l'évolution de la réglementation sur le 12 000 et le 6 000, effectivement, on l'a évoqué, ça n'a pas d'impact particulier. L'automatisation peut s'adapter autant sur un volume de 6 000 que sur un volume de 6 000 m², donc pas gênant en soi. Voilà, on fait ce qu'on peut dire d'une grande manière sur le métier du contract en général, et nous, l'impact et ce qu'on peut apporter aujourd'hui dans cet environnement en perpétuel. Antoine Beraldi, ce marché de l'immobilier logistique, qu'est-ce qu'on l'aborde aujourd'hui justement avec toutes ces évolutions techniques, technologiques, environnementales, comme on l'abordait hier? Alors, nous, Prologis, bien entendu, on souscrit à tout ce qui vient d'être dit sur toute l'évolution, et en particulier sur la verticalité des bâtiments demain, là où la densité foncière l'obligera en fait. Et Paris commence, demain sans doute Lyon, et voire d'autres grandes villes françaises dans le futur. Et je pense que cette révolution arrivera de façon pas si lointaine. Après, nous, Prologis, c'est vrai que la vision dont on a dans notre de l'immobilier, c'est aussi, et comme récemment Foncière des régions, sur une classe d'actifs totalement différente, le bureau avec ces espaces de coworking avait communiqué récemment. On voit l'industrie immobilière comme une industrie qui était très capitalistique et qui est en train de se transformer vers une industrie de services. Et nous, c'est vraiment... c'est vraiment... en complémentarité de l'évolution du bâti, ce qui est important, c'est que le bâtiment apporte un service à l'utilisateur. Alors ça passe bien entendu par essayer d'avoir un bâtiment le plus adapté à ses besoins, mais aussi par un bâtiment intelligent. Vous avez pu voir il y a quelques mois Prologis qui avait inauguré un bâtiment à Lyon, construit justement par mon voisin, qui mettait en avant un certain nombre d'innovations autour du MIB, mais aussi autour de l'intelligence de gestion, par exemple, des énergies. Aujourd'hui, Prologis a mis en œuvre une démarche assez forte. Par exemple, on a maintenant plus de la moitié de notre patrimoine immobilier, 3 millions de mètres carrés en France, qui ont des éclairages économes en énergie. On était à zéro il y a 3-4 ans. Donc on a vraiment pris le pas. Et ça permet de générer des économies et de changer les usages. Mais demain aussi, c'est de multiplier le nombre de capteurs. Donc on a des capteurs sur les portes. Demain, peut-être des capteurs de volumétrie dans les éclairages, pour voir finalement aider les clients à identifier les flux à l'intérieur de l'entrepôt et identifier comment les optimiser, mais aussi optimiser la maintenance, parce qu'on parle de la construction, mais il y a l'exploitation. Minimiser les coûts de maintenance, par exemple, en anticipant que tel porte-à-quai doit être changé la semaine prochaine, ou il y a telle intervention sur tel système de l'entrepôt. Donc vraiment autour de ça, et nous, pour le GIS, on est en train de regarder au niveau global, aussi, pour mettre en œuvre, par exemple, une place de marché, justement entre les différents acteurs, pour vraiment apporter une solution immobilière complète aux utilisateurs, aussi bien sur la partie immobilière, mais aussi sur la partie maintenance du bâtiment. Et un autre point autour du service, parce que le service, c'est un mot
pour être galvaudé. Il y a pas mal de choses chez nous, et nous, en interne, on a des équipes assez développées, notamment ICPE, travaux, qui permettent d'accompagner nos clients. Mais aussi un point dont on voit, auquel les clients sont de plus en plus friands, c'est la flexibilité. Donc on parle d'Amazon. Alors Amazon, c'est des gens qui se projettent à 12 ans. Mais après, vous avez plein de petits acteurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est 6000 m² pour la semaine prochaine, et peut-être dans 2 mois, ils n'en ont plus besoin. Donc nous, vraiment, on a essayé de développer pour nos clients une notion de service, c'est de pouvoir permettre d'accompagner dans les pics d'activité. Donc avec des baux de très courte durée, ça nous est déjà arrivé de louer un bâtiment pour 1 mois. Ce qui est rarissime, mais c'est quelque chose, une demande forte, de plus en plus forte des clients, de travailler sur les pics d'activité. Et où, vous voyez, on a quelques clients logisticiens, ils viennent nous voir et nous disent, tiens, on aimerait bien essayer avec ce client. Donc ils veulent un entrepôt, peut-être pour 6 mois, pour essayer. Et le client, il a envie d'essayer un nouveau process que ce logisticien a envie de mettre en place. Ça marche ou ça marche pas. Mais nous, on est là pour les accompagner et essayer de faire en sorte qu'ils puissent remporter le contrat. Oui, sur la flexibilité et la typicité des entrepôts d'une manière générale, on a peut-être un nouveau standard qui est en train d'arriver, en tout cas dans le monde du e-commerce, c'est certain. La question se pose derrière du financement de ces outils. Et j'ai beaucoup aimé, Tariq, le rapport avec l'industrie agroalimentaire. Parce que finalement, effectivement, on a de plus en plus des bâtiments spécifiques. Et ça peut signer quelque part la fin du classe A pour un type d'activité particulier. On raisonne bien e-commerce ou retailer traditionnel qui veut faire de la livraison en B2C. Et la question se pose une fois de plus de l'usage du bâtiment. Parce que quand on a un gros paquebot de 150 000 m², qu'on signe en 12 ans pour Amazon par exemple à Bretigny, l'investisseur peut effectivement se poser la question de qui demain après Amazon peut réutiliser un bâtiment à ce point spécifique. La réponse peut être toujours Amazon, ou alors Amazon pour les autres. Et finalement, avoir un vrai centre de production de commandes, je maintiens le terme, multi-utilisateur. Et là, on arrive sur ces fameux concepts qui nous sont chers chez JLL. On a développé le concept du WAS, du Warehouse as a Service. L'entrepôt en tant qu'usage et non plus en tant que bien immobilier lié à un bail de longue durée. Donc l'ubérisation de l'entrepôt. L'ubérisation de l'entrepôt, oui. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les technos pour le faire. La blockchain, notamment, permet de gérer des situations complexes de responsabilité. La question de fond reste l'automatisation. Aujourd'hui, on fait toujours du coût humain. Et donc, quand on design une automatisation pour un carton standard 40-40-60 qui ne fait pas plus de 20 kg, si on a des dimensions un peu plus grosses ou des produits un peu plus pondéreux, ça ne rentre pas. Donc, la question va être de comment on va penser l'automatisation de ces futurs sites pour qu'ils soient un peu plus flexibles et qu'ils acceptent différents types de produits. En tout cas, je rejoins Antoine, on a une vraie demande de la part des utilisateurs de la flexibilité, pas plus tard que hier, 2 demandes sur 4000 m² pour 3 mois. C'est vraiment des choses qui arrivent. Mais comment vous y répondez à ce genre de demande ? Alors aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher la disponibilité dans la localité et sonner aux portes pour savoir si le propriétaire est ouvert à un bail dérogatoire. Et on reste aujourd'hui encore dans une réponse, je dirais, un peu complexe, parce que les acteurs de l'immobilier ne sont pas tous comme Prologis, cherchent encore des baux de longue durée parce que la valorisation de leur actif est très liée à la durée du bail. Didier ? Oui, je confirme. Enfin, aux États-Unis, on observe qu'aux États-Unis, il y a déjà des sociétés qui sont créées, qui ont le parc complet et qui font du Airbnb, de la logistique. C'est une réflexion en France aussi, qui sont encore moins abouties. Mais pour revenir, donc c'est une tendance. L'autre question qui était évoquée, c'est lié à la spécificité des bâtiments même XXL. On voit sur les 4 millions de mètres carrés qui se sont transactés l'an dernier, il y a eu 2 600 000 mètres carrés qui ont été des développements. La moitié l'a été en compte propre. Donc les utilisateurs ont quand même acheté leur bâtiment pour maîtriser leur outil de production, etc. Bon, quant à l'autre moitié, effectivement, elle a trouvé des investisseurs, c'était souligné par Laurent Sabatucci justement, mais quand même à certaines conditions, dans un marché extrêmement favorable où il y a un vrai besoin de positionner des... Alors, donc ça aide aussi.
mais en fonction de la spécificité, c'est quand même des baux de plutôt de 12 ans, de 9 ans, plutôt de 12 ans, et quand même avec une infection de reconvertibilité. Le problème de fond, c'est effectivement une automatisation très spécifique. Mais on constate encore, là parce que je suis sur un terrain où j'ai des gens beaucoup plus spécialistes que moi dans ce domaine, mais que l'automatisation en France, il y a une vraie tendance aujourd'hui, mais c'est un rattrapage. Il y a un retard quand même par rapport à ce qui s'est fait aux Pays-Bas ou en Allemagne, sur une logistique beaucoup plus industrielle que la nôtre, où nous étions quand même très en retard sur les investissements en matière d'automatisation, pour plein de raisons. Déjà, parce que on avait des durées de baux qui étaient quand même beaucoup plus courtes qu'en Allemagne, avec des 15 ans, 20 ans, avec des terrains qui sont quand même beaucoup moins chers, comme le soulignait notre ami belge tout à l'heure. Et donc on avait moins cette nécessité. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un rattrapage qui se fait dans un marché extrêmement favorable en termes où les investisseurs sont bienveillants. Tariq, tout à l'heure, Antoine faisait allusion à ces entrepôts connectés que vous avez construits près de Lyon. C'était un entrepôt. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse du projet? Est-ce que c'était à la demande d'un utilisateur? Comment les choses se sont déroulées? Pour ne dévoiler aucun secret, c'est une opération que Prologis, de par sa localisation, avait décidé de lancer en blanc. C'est une opération qui a été un peu avant-gardiste, puisque c'était du blanc qui a fini aujourd'hui en bâtiment en température dirigée. Pourquoi je dis avant-gardiste? Parce que en fait, tous les ingrédients étaient là pour accueillir n'importe quel type d'activité. Et puis la preuve en est aujourd'hui, on a aujourd'hui un utilisateur qui exploite en température dirigée dans ce bâtiment. Donc c'était un bâtiment BIM, un bâtiment full LED et un bâtiment entièrement intelligent, entre guillemets, pas d'interrupteur. On avance chaque allée de rack, chaque pavé s'allume au fur et à mesure, pas d'interrupteur dans les bureaux, des robinets automatiques, un bâtiment certifié au niveau environnemental, BREEAM. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste à la systématisation de ces outils, qui sont aujourd'hui une normalité. La LED, avant, c'était quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, la LED, c'est devenu quasiment une obligation, voire quelque chose de normal. Et la RT 2012. La RT 2012 aussi prend tout son sens, parce qu'on parlait de la RT 2012 uniquement au niveau des bureaux. C'était les bureaux qui étaient RT 2012. Aujourd'hui, c'est l'entrepôt qui est RT 2012. Parce qu'un entrepôt, aujourd'hui, il peut être rafraîchi ou il peut être chauffé. Donc, c'est toute cette flexibilité qu'on va donner à un entrepôt. Et donc, la genèse de Saint-Quentin-Fallavier, ça a été le courage de Prologis de dire, voilà, aujourd'hui, je lance cette opération en blanc, mais avec une hauteur à 12 mètres. Donc, c'était quand même un exercice assez compliqué d'un point de vue ingénierie. Donc, on a, nous, eu le temps de travailler en amont. C'est pour ça que je disais, quand on a le temps de travailler en amont, on a modifié ses plans, on a modifié les trames de charpente, et il y a eu toute une réflexion autour du BIM et autour de ces bâtiments aujourd'hui intelligents et qui sont RT au niveau des bureaux et au niveau de l'entrepôt. Donc demain, la flexibilité de ce bâtiment, elle peut accueillir de la mécanisation, de l'automatisation, elle peut accueillir... voilà. Pour le moment, il n'a pas trouvé d'acquéreur, enfin, de locataire. Je laisse Prologis faire l'acquéreur, c'est nous. Oui, Prologis, on développe un investisseur long terme. Donc l'utilisateur, c'est loué à Cité Spi Logistique, qui a une activité pour la grande consommation, grande distribution. Ferrero, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est Ferrero. Donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui avait été loué, qui avait été lancé en blanc, comme l'a dit Tariq, et qui a été loué avant sa livraison. C'est vrai que déjà c'était dans un marché porteur, Lyon, parce que c'est un marché où il y a une rareté de foncier justement. Et ce bâtiment, c'est vraiment pour nous un des premiers bâtiments vraiment très très innovants et qui présage de nouveaux standards. En plus, ce qui ne gâche rien pour ceux qui passent, il est juste à la sortie d'autoroute à Saint-Quentin-Fallavier. Il est beau, ce qui ne gâche rien, parce que c'est pas toujours l'objet logistique, c'est pas toujours l'entrepôt logistique, n'est pas toujours très beau. Celui-là l'est, et surtout on a un client qui est très satisfait. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure des économies d'énergie, et aujourd'hui le bâtiment qui est en température dirigée, qui a été installé par le locataire, grâce à la qualité de l'isolation, grâce aux outils informatiques, notamment la plateforme Eagle, qui a été développée par Prologis, permet au client, par rapport à sa simulation énergétique de départ, de faire des économies. Donc finalement, de plus en plus, nos utilisateurs regardent
le coût immobilier comme un coût global. Donc la précédente table ronde parlait un peu de l'importance de la taxe foncière, mais il y a aussi la partie énergétique. Aujourd'hui, un utilisateur, il peut travailler sur quel levier? Il peut travailler sur les charges, c'est difficile de faire moins que de ce qu'on fait aujourd'hui. Sur les taxes, malheureusement, c'est l'environnement réglementaire qui l'impose. Donc le levier énergétique est clairement un des leviers. Et quand on parle, par exemple, de température dirigée, l'autoconsommation et le photovoltaïque a tout son sens. Parce que quand il fait chaud, il faut refroidir. Et donc s'il fait chaud en général, c'est qu'il y a un peu de soleil. Et donc on a de la production d'énergie. Donc tout ça c'est vraiment aussi, au-delà de la configuration du bâtiment, 6, 12 000, hauteur libre, ce genre de choses, c'est vraiment un bâtiment demain qui apporte des solutions aux utilisateurs et qui est plus intelligent. Alors les évolutions, c'est aussi la distribution urbaine. Que vous inspirent des projets comme l'hôtel logistique de La Chapelle, par exemple? Est-ce que vous souhaitez en dire un mot? Oui, alors avant, juste revenir sur le bâtiment, il y a une dimension dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est l'homme. Et je pense que ce qui va caractériser l'entrepôt du futur, c'est oui, il est plus intelligent, oui, il est plus économe, mais il accueille mieux l'homme. Et aujourd'hui, on voit cette tendance qui vient d'Asie, où on a des locaux sociaux qui ressemblent à des sièges sociaux. Et ça, ce n'est pas encore arrivé en France. Il est temps de le travailler. On le voit chez les utilisateurs qui se construisent leur propre outil parce qu'ils savent le prix de l'homme. Et quand vous êtes à Brétigny ou au sud de Paris d'une manière générale, c'est la guerre aujourd'hui pour trouver des gens travailler dans les entrepôts. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour les conserver. Et le cadre de travail dans l'entrepôt, enfin, se met à niveau. Et ça, je pense que c'est aussi une grosse tendance. Et malheureusement, qui est encore un tout petit peu timide en France, mais j'espère qu'elle arrive très fort. En tout cas, en Asie, je vous invite, pour ceux qui ont la chance d'y aller, quand vous visitez des sites et des projets de construction, c'est carrément, ils appellent ça des human-centric warehouses. Donc c'est vraiment au cœur du dispositif de création, le lieu de vie pour le salarié. Donc ça, je pense que c'est important à souligner. Effectivement, et on le constate vraiment chez les utilisateurs propriétaires. Pour citer un exemple, actuellement, on est en train de construire un entrepôt logistique de 70 000 m² à Neuillac, dans le Morbihan, et c'est pour Intermarché. Et effectivement, le cahier des charges des bureaux, des sociaux est vraiment très riche. Et c'est plaisant, hein. Il y a des architectes d'intérieur qui travaillent vraiment sur la conception du lieu de vie, parce que ça devient un élément très important et qui est doublé d'une certification HQE excellent et voire plus. Hein. Donc on est vraiment effectivement dans des dimensions qui nous impactent également, nous, dans la construction de nos bâtiments et dans la gestion des chantiers au quotidien. Pour revenir à la logistique urbaine, donc, la logistique urbaine, la localisation est clé. Et quand on travaille ces sujets, on regarde vraiment la localisation et puis on a des demandes qui sont extraordinaires. Alors on va toucher combien de consommateurs en 1 heure à vélo? On va toucher combien de consommateurs en mobilette, en petite camionnette, de quelle heure à quelle heure, etc. Donc on doit amener de la data. Nous, conseil en immobilier, on doit amener de la data qu'on n'avait pas l'habitude de travailler, très clairement. Donc ça, c'est très très intéressant. Ensuite, le deuxième point très intéressant, c'est qu'on on est aujourd'hui amené à travailler des sites qui n'avaient pas vocation à être entrepôts. Et là, du coup, il faut que les hommes de process évaluent non seulement la localisation, mais également l'opérabilité du site. Et donc concrètement, est-ce qu'on peut transformer cet immeuble-là avec autant d'étages en logistique urbaine? Oui, non. Et enfin, on parlait des entrepôts à étages. C'est quelque chose, une fois de plus, qui arrive d'Asie, parce qu'on a une concentration urbaine qui est tellement importante que là-bas, ils n'ont pas le choix que de faire des entrepôts à 1 rampe, 2 rampes, 3 rampes. Et ce sont des entrepôts qui ne sont pas très hauts, qui sont vraiment adaptés à la logistique urbaine. On a des 6 mètres de plafond avec des dalles qui sont qu'à 1 tonne ou 2 tonnes. Donc on n'est vraiment pas sur du stockage, on est vraiment sur de la distribution. Et on pense que vraiment, dans les grandes villes, ça arrive. Londres a ses projets, Bruxelles commence à avoir ses projets, Paris l'a eu, Lyon, je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est vous Didier, les entrepôts multi-étages arrivent probablement aussi à Lyon. En tout cas, c'est une solution pour la logistique urbaine, c'est certain. Et donc La Chapelle? La Chapelle, magnifique. On a un centre, on est connecté dans le principe à Bruyères, on est connecté en multimodal par le train. Ensuite, on est capable d'éclater des flux, on fait de l'incubation, on arrive à ce fameux hôtel
urbain, logistique urbain qui a été développé par Sogaris et Postimo, oui, on est sur des lieux de vie et des lieux de logistique, oui, absolument. Et on voit ce lien, je stocke un peu à l'extérieur et j'ai ma plaque d'éclatement ensuite au plus proche de la ville. Est-ce que c'est un bâtiment qui a été réalisé justement parce qu'il y a Sogaris derrière, et Sogaris, on connaît ses attaches avec Paris, enfin capitalistiquement. Est-ce qu'un promoteur comme Prologis pourrait réaliser ce type de bâtiment? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est rentable? Ou est-ce qu'il faut effectivement un acteur public dans le projet? Historiquement, c'est vrai que Prologis en France, on s'est plutôt concentré dans les zones très périurbaines. Et c'est vrai qu'on regarde de plus en plus de projets proches des centres-villes. Nous, on pense beaucoup aussi à la reconversion des sites actuels, des sites industriels, des brownfields, qui est quand même quelque chose qu'on regarde de plus en plus, déjà parce que ça a du sens, arrêter de consommer du greenfield, mais ça aussi permet d'avoir des localisations qui sont aujourd'hui pas disponibles. Donc on a plusieurs projets qu'on regarde en France. Donc oui, on va se concentrer. Après, vous faisiez par rapport à ce projet-là, c'est vrai que là, le pouvoir de la ville de Paris est très fort, donc c'est un peu plus compliqué peut-être pour des investisseurs internationaux comme nous. Mais c'est des choses qu'évidemment qu'on a regardées et qu'on continue à regarder. Didier ? La Chapelle, oui, le débat, c'est une belle réalisation. Le fait que Sogaris, ça aide. Je pense que c'est plus facile. Bon. Le débat de fond, parfois c'est la vision des élus alors ça peut être polémique ce que je vais dire, mais qui est de dire qu'il faut intégrer la logistique dans une mixité urbaine, etc. Mais ça veut dire que dans leur vision, c'est un seul projet où on va marier de la logistique, de l'activité, éventuellement de l'habitation et du bureau. Et moi, je continue de penser qu'il faut de la mixité dans une ville, mais avec des produits qui soient... En tous les cas, il y a des mariages qui sont des mariages compliqués, et notamment de marier de la logistique et de l'habitation. D'une part, je trouve qu'en termes de nuisance, même des bureaux. Et puis, deuxièmement, 2,5 millions de mètres carrés d'habitants à nourrir à Paris, plus de 10 millions sur l'île de France. C'est pas avec 2-3 opérations comme la Chapelle qu'on va régler le problème de la logistique urbaine. Donc c'est de mon point de vue un vrai sujet dans le cadre du Grand Paris. C'est un vrai sujet d'enjeu majeur, notamment c'est un sujet extrêmement écologique. Si on veut que Paris ait plus de camions dans Paris, il faut qu'il y ait beaucoup de grands projets verticaux aux portes de Paris. Ça veut dire qu'il faut dégager des fonciers, il faut faire de la verticalité, avec des bâtiments qui ne ressembleront absolument pas à des entrepôts classiques, mais qui ressemblent beaucoup plus à des hôtels d'activité. Mais on en a fait dans Paris, je me souviens de Métropole 19, Cap 18, enfin des opérations qui datent des années 70-80, puis on a complètement oublié, il faut régénérer des produits de qualité. Métropole 19, c'est une opération qui a été faite en 88, le 19e. Je ne sais plus, d'Aubervilliers, quelque chose comme ça. Il faut refaire ça, mais sur des opérations de 100 000 mètres carrés. Il faut en lancer 6, 7, 8, 10, je ne sais pas. Et à travers sur des fonciers qui sont des friches industrielles, à qui on trouverait une autre activité que de transformer ça en bureau, comme ça a été fait pendant 25 ans, où on a des endroits pas toujours pertinents, ou en habitation, mais sur un modèle économique qui est lié à ce qu'on sait pouvoir absorber comme loyer, faire accepter comme loyer des utilisateurs pour être là. Et la verticalité permettra de monter des opérations qui tiendront la route. Il me semble que c'est comme ça qu'on permettra ensuite à Paris d'être livré, de rendre que ce soit du service en B2B ou en B2C, avec des petites camionnettes électriques, avec des vélos, des patins à roulettes, ce qu'on veut, mais en évitant un maximum de gros camions. Si on est à 20 km de Paris, il faut bien faire entrer des camions à Paris. Ouais, mais ce qui est rigolo, toute la problématique de la logistique urbaine, c'est que le citoyen qu'on est, il n'en veut pas. Par contre, le consommateur qu'on est, il en veut toujours plus. Et donc, si on laisse les choses se faire comme elles se font aujourd'hui, où chaque acteur s'organise pour sa logistique urbaine, je veux dire, le citoyen qu'on est, il ne va plus pouvoir vivre, il ne va plus pouvoir survivre. Et donc, là encore plus qu'ailleurs, la mutualisation est essentielle en logistique urbaine. Et c'est là où on a besoin de l'autorité administrative qui organise ce flux logistique urbaine. J'aime bien prendre l'exemple de Londres, parce qu'il n'y a pas plus libéral que l'Angleterre. En Angleterre, ils n'ont pas de carte d'identité. Par contre, ils ont un entrepôt qui délivre Regent Street. Donc si vous voulez un commerce à Regent Street, vous n'avez pas le choix
que de faire passer votre marchandise par cet entrepôt. Et on est en Angleterre. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Et là, je pense qu'on a une vraie attente vis-à-vis de l'autorité, d'une manière générale, du pouvoir public, pour organiser cette logistique urbaine et pourquoi pas entourer Paris d'une trentaine de sites mais qui vont être complètement mutualisés une fois de plus. Merci beaucoup. Merci pour votre éclairage qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur les évolutions majeures qui aujourd'hui traversent l'immobilier logistique. Merci. Merci pour votre invitation.